Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va nous parler cette fois-ci d'un exercice de proba, hein, ça se voit, l'exercice 2, jour 1, Métropole 2024. Donc je me présente Damien Frété, je suis prof de maths depuis maintenant 10 ans, j'ai des centaines d'élèves à réussir leur bac, à avoir des meilleures notes, à booster leurs résultats en maths. Et j'ai un accompagnement Excellence Bac pour tous ceux qui veulent maximiser leurs résultats, ceux qui veulent passer éventuellement de 5 à 10 pour ne pas être en échec à cause des maths, parce que ça arrive très souvent malheureusement, puisque les maths sont une matière rigoureuse et exigeante, et forcément avoir beaucoup de points en maths, ça peut être difficile. Et il y en a aussi qui peuvent avoir 16 s'ils suivent ma méthode vraiment correctement. Mon accompagnement permis à des élèves de passer de 8 à 16 très facilement. Il suffit de suivre, hein. Ça demande du boulot, forcément, mais c'est pas impossible. Au-dessus de 16, ça devient très difficile, il faut vraiment tout maîtriser, et ne pas tomber dans les pièges qui peuvent être plus difficiles, les questions un peu différentes de d'habitude. Voilà, vous avez un lien si vous voulez réserver un appel avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi commenter les vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions. Et il y a aussi un lien pour les 30 questions qui tombent toujours au bac. Ça me permet de vous tester et de savoir si vous êtes prêt pour le bac de cette année, pour au moins avoir 10. Voilà. C'est parti, on va dépouiller l'exo. Donc on voit clairement que c'est des probas. Donc là, il y a les pourcentages et les événements que l'on devra mettre ici dans cet arbre. Donc je conseille toujours de faire l'arbre avant de commencer les questions. Là, ils sont cool, ils nous disent de faire l'arbre à la question 1. Mais qu'importe la question 1, faites un arbre. Et ensuite, on voit les questions habituelles. Trouver P de S. Ok, là, ça va être un P de machin et machin, parce qu'il y a un et dans la question, tout simplement. On voit qu'il y a 10-3 près, donc il ne faudra pas se faire avoir pour les arrondis. Et là, c'est sûrement un sachant, parce qu'il y a client, point. Donc ça veut dire quelque chose que l'on sait, sachant. Donc c'est ça, c'est le sachant, et ensuite la probabilité que l'on cherche. Voilà, ça c'est un enchaînement de questions qui est toujours le même, donc n'hésitez pas à... C'est quelque chose que j'apprends là, tous les enchaînements de questions qui sont toujours identiques, à savoir par cœur, faites des fiches autour de ça. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon accompagnement. Ici, on voit clairement qu'on est sur loi binomiale, donc la phrase pour justifier la loi binomiale, et ensuite de calcul de P de x égale P de x inférieur ou égal, on va voir ce que c'est. On voit au moins, donc ça a l'air d'être un truc avec inférieur ou supérieur ou égal. Ensuite, petite résolution, résolvage, trop marrant. Résolution d'inéquation. Du coup, le truc, on va avoir une inéquation et va falloir appliquer du ln. Ok, voilà, tout ça, c'est des questions. Vous devez savoir. Ce que je dis là actuellement, vous devez savoir le capter quand vous arrivez devant un exo type bac. C'est pour ça souvent que vous êtes perdu, parce que vous comprenez pas la question à chaque fois vous posez. C'est comme si vous tombez sur une question pour la première fois de votre vie. C'est normal que ça vous mette du temps. Mais imaginez, là vous faites un examen, vous êtes là pour être testé sur vos capacités à déjà savoir faire les choses. Vous ne pouvez pas passer 3 heures à comprendre une question. Vous devez voir la question et dire « Ok, il faut que je fasse ça ». Une autre question « Ok, il faut que je fasse ça ». Et vous devez savoir pourquoi vous devez faire ça. Est-ce que ça a des impacts sur les autres questions ? Et bon, là, on voit que c'est une autre partie qui n'a rien à voir, donc c'est sûrement pour nous tester sur l'espérance des variables aléatoires. Voilà, variance, espérance. Donc ça, c'est assez rare, mais il faut savoir le faire. Du coup, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Donc, moi, je vais faire mon arbre. Donc, je lis ici, I c'est Internet, ok, M c'est magasin électroménager, G c'est grande surface, ok, et S c'est satisfait, pas satisfait, ok, cool. Du coup, 65% des clients ont acheté sur Internet, c'est ça ? Non, c'est ça. Les achats sur Internet représentent 60% des ventes, donc 0,6. Les achats en magasin, c'est 30%, donc 0,30. Du coup, là, forcément, c'est 0,1. Et il nous le donne. En grande surface, c'est 10%. Et ensuite, il nous donne la satisfaction de chacun. Donc, 75 pour Internet, c'est-à-dire 25 de pas satisfaits, et 90
en magasin, c'est-à-dire 0,10 de pas satisfait, et 80 en grande surface. Et on regarde bien que c'est satisfait à chaque fois, voilà. Donc ça veut dire 0,2 de pas satisfait. Voilà, on a notre arbre, on est content. Parce que quand on a l'arbre entier, ça veut dire que les questions vont être assez standards. Donc hop, ça c'est bon. Calculer la proba que le client ait réalisé sur Internet et soit satisfait, ok. Ok. Et, donc ça veut dire P de I et S. Du coup, il faut faire 0,6 fois 0,75. Je vous laisse, bien sûr, mettre le détail du calcul avec les lettres, ok. C'est le minimum, il n'y a que ça à faire en rédac en proba, donc n'hésitez pas à écrire tranquillement la formule, ça prend quelques secondes. Et je vous laisse calculer, quoique je vais peut-être en avoir besoin. Non, je vous laisse calculer, je vous mettrai en commentaire ce que ça fait. Attends, je vais le faire de tête. 6 x 7, 42, ok. Et 6 x 5, 35, donc on est sûrement à 4, 5, 5. Voilà, vous me direz si c'est bon, je trouve que c'est pas bon. Ensuite, donc là on est bon. Ils nous disent pas d'arrondir, tant mieux. De toute façon, on est tombé sur une valeur pile poil. Démontrer que P de S égale 0,8. Donc P de S, c'est tous les chemins qui mènent à S. Okay, c'est-à-dire la formule des probas totales. Et ça, faut le noter dans votre rédac. Du coup, je fais tous les chemins. Je fais 0,6 fois 0,75. Et vous mettez bien sûr le détail de la formule, vous. Okay, plus 0,3 fois 0,9. Okay, plus 0,1 fois 0,8. Ok. Du coup, le premier, on a dit que c'était 0,455. Le deuxième, 3 x 9, 27. Donc 0,27. Et le troisième, 0,8. Ok. 0,8, pardon. Ah, et 3 x 9, 27. Je pense que c'est 0,27. Non, c'est trop petit. Ça doit être 27 comme ça. Donc 7 et 8, ça fait... 27 et 8, ça fait 35. Plus ce truc-là, moi j'obtiens... 4, 9... 6... Bizarre. J'obtiens pas 0,8. Mais bon, j'ai dû me tromper dans un calcul. Bah, je suis obligé de vérifier. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, les gars. Calculette 0,75. Ah, ça fait 45. Là, je me suis trompé. 6 x 5. 30. J'ai dit 6 x 5, 35. Putain, oh là 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 là. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc 45. Ensuite, là, hop là, et ensuite... Ça fait bien 0,8, c'est bon. Voilà, c'était mon petit 5 là qui m'y gênait. On est bon. Donc, question suivante. Un client est satisfait du service clientèle. Ok, donc ça c'est on sait qu'il est satisfait. Ça veut dire qu'on va faire P de quelque chose, sachant qu'il est satisfait. Okay, et vous voyez, si vous comprenez que c'est cet enchaînement de questions-là, vous savez forcément, ici ce sera une question de sachant. Du coup, même si vous trouvez ça trop chelou que moi j'arrive à capter que c'est un sachant, bah c'est juste parce que vous n'avez pas compris le déroulement de l'exercice. Si on m'aurait mis cette question-là dès le début, bah je me serais dit c'est chelou. Ouais, je me dis c'est pas possible, ça veut dire que l'exo est différent de d'habitude, il y a un truc à réfléchir autrement. C'est pour ça souvent que vous êtes un peu perdu. Vous n'avez pas capté que la question 4, elle arrive à la question 4, elle n'arrive pas avant, elle n'arrive pas après. Et donc la probabilité que l'on cherche, c'est qu'il ait fait l'achat sur Internet. Du coup, ce qui va se passer, c'est P de I et S. Ok, ça c'est la formule à connaître par cœur sur P de S. Et vous mettez d'après la formule des probas conditionnels. Ici, je peux vérifier que c'est pas chelou ce que j'ai fait, parce que ça, on me l'a demandé à la question 2, et ça, on me l'a demandé à la question 3. Ok, il y a une logique, ils vont pas vous faire recalculer des choses qu'ils vous ont demandé avant. Ils sont vraiment carrés, ils sont là pour vous évaluer sur ça, ça et ça, pas 36 fois sur la 1, pas 36 fois sur la 2, une question, une notion. Et je vous laisse faire le calcul, du coup, de 0,45 sur 0,8.
Vous mettez ça en commentaire, comme ça vous partagez les résultats ensemble, et moi je vous dirai si c'est juste ou non. Donc là on passe sur la loi binomiale. Petite phrase de la loi binomiale à connaître, hein, c'est le truc à connaître par cœur, c'est des phrases par exemple là que je donne dans mes cours, comme ça vous avez juste à l'apprendre par cœur et à l'appliquer. Cette question tombe 90% du temps au bac, hein, donc à connaître par cœur les gars. Vous faites une fiche proba, et là vous notez là, tout ce que je vous dis, vous le notez. Ouais, du coup c'est c'est une succession d'épreuves de Bernoulli, identiques et indépendantes, on répète n fois, le succès c'est ta, et la proba de succès c'est ta. Et voilà, boum. Les paramètres c'est n et p. Donc là les paramètres on les voit, 30 clients. Mais vous remarquez que je lis pas l'énoncé. Moi l'énoncé là je l'ai pas lu, parce que j'ai pas de temps à perdre, en gros. On est là pour répondre aux questions. Si vraiment je comprends pas trop et que j'ai des doutes, là je vais prendre le temps de lire l'énoncé. Vous avez largement le temps de le lire, ok ? Mais vous devez savoir faire l'exo comme là je le fais, avec une rapidité parce que vous savez d'avance ce qu'on va vous demander. Et la proba de succès, ils vont sûrement nous dire c'est sûrement P de S. Voilà, pourquoi je sais que c'est P de S ? Parce que c'est la seule valeur qu'ils nous ont donnée avant, pour vérifier nos résultats. Ok ? Du coup, ils vont pas nous donner une valeur que nous on a calculée et qui serait potentiellement fausse, sinon tout le reste de l'exo serait faux. Et eux, leur intérêt, c'est pas que tout soit faux. Leur intérêt, c'est que ils vont vous tester question par question sur des notions. Du coup, si elle, c'est la seule qui est sûre à 100% qu'elle est vraie, c'est sûrement elle la proba de succès. Voyons voir ce qu'ils nous disent. Le nombre de clients satisfaits, voilà, c'est ça. Donc on va X, ok, c'est la variable qui associe à 30 clients le nombre de clients satisfaits. Donc ça, c'est la proba de satisfaction, P de S. Voilà, tout bête. Donc voilà ce qu'il faut absolument comprendre, la logique de l'exercice. Et le mindset aussi des profs, hein, qui créent les exos pour vous tester. C'est un examen national, c'est pour ça qu'on peut se permettre tout ça. Vous pourriez pas vous permettre autant d'aisance dans un exo contrôle continu tout au long de l'année. C'est pour ça souvent vous tapez des mauvaises notes, parce que des fois vous anticipez des choses qui tombent pas du tout. Même moi, j'ai du mal à anticiper les choses qui peuvent tomber pour mes élèves. Donc déterminer la proba arrondi à 10-3 près qu'au moins 25 clients, au moins, donc ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à 25. P de x supérieur ou égal à 25. Soit satisfait dans un échantillon de 30 clients sur une même journée. Ok. Du coup, ça, techniquement, la calculette ne le fait pas. À part, je crois, les numwork, là, le font. Mais vous devez montrer que vous savez inverser ça en inférieur ou égal. P de x inférieur ou égal à quelque chose. Donc si je suis supérieur ou égal à 25, okay, 25 c'est là, 30 c'est là, 0 c'est là. Supérieur ou égal à 25 c'est ça. Donc l'inverse de supérieur ou égal, l'opposé, comme vous voulez, c'est inférieur ou égal à 24. Voilà. Et du coup, ça, je le calcule à la calculette. Okay. Et j'obtiens un résultat, je vous laisse le mettre, et l'arrondir à 10-3 près. En résolvant une inéquation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait. Ok, voilà. Donc ça, c'est la fameuse question avec supérieur ou égal à 0,99. Donc c'est la question avec un truc, va y avoir une puissance de n, et va falloir résoudre, et forcément, pour enlever la puissance de n, on va devoir utiliser le ln. Ça, c'est une question que vous pouvez capter et anticiper et comprendre que c'est cette question, parce que, justement, on veut vous évaluer sur l'utilisation du ln dans une résolution d'inéquation. Hop là. Donc, il va falloir que je la crée, cette truc. Donc là, c'est la deuxième étape, c'est capter comment on traduit l'exercice. Déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients, ok, à contacter pour que la proba, au moins l'un d'entre eux, pas satisfait. Okay. Donc, 0 à 30, satisfait. Okay. Au moins l'un
pas satisfait, ok, ça veut dire... alors je vais le mettre comme ça, ouais, c'est ça le truc. Comment je vais vous expliquer l'inverse, on va dire. On va devoir traduire ça plutôt comme ça. Comme votre loi binomiale marche sur la satisfaction et pas sur la pas satisfaction. Au moins un pas satisfait. Ça veut dire de 1 à 30 pas satisfaits. Ok. Du coup, putain, comment je vais vous traduire ça? Au moins un pas satisfait, ça fait au plus... Ouais, je pense que c'est ça. Au plus 29 satisfaits. Ok? Ça vous va ou pas? Ouais, c'est ça qui peut être compliqué. Faut s'entraîner, hein. Vous chopez dans tous les bacs cette question-là et vous vous entraînez à chaque fois avec la correction à côté et vous essayez de capter comment vous pouvez le faire pour vous-même. Du coup, j'imagine tous mes clients, donc 0, 1, 2, 3, 4, machin. Souvent, je fais ce petit dessin. Donc, au moins 1 pas satisfait, ça veut dire de 1 à 30 pas satisfait. Mais le truc, c'est que moi, c'est les satisfaits qui m'intéressent. Du coup, il faut que j'arrive à traduire dans ma tête comment je pourrais traduire en satisfaction. Donc, au moins un pas satisfait, ça veut dire au plus 29 satisfaits. Parce qu'il y en a toujours un qui n'est pas satisfait. Okay, donc, quel cas inverse je pourrais avoir? Bah, que des satisfaits, sauf un. Ok? Du coup, j'écris ça comme ça. P de x inférieur ou égal à 30. Au plus 30 satisfaits. 29 satisfaits. Mais, je ne sais pas, écrire ça sous forme de loi binomiale, c'est trop long. Okay, c'est une addition de 30 trucs, inférieur ou égal à 29, je sais pas où j'ai mis 30. Une addition de 30 trucs, du coup, je vais pas pouvoir le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je l'inverse. J'écris 1 moins P de x supérieur ou égal à 30. Mais supérieur ou égal à 30, c'est juste 30. Donc, je peux écrire P de x égale à 30. Okay. Ensuite, je rectifie et je dis, là, dans ce cas-là, on n'a pas 30 personnes. On ne sait pas combien on a de personnes. Donc, ça serait n. Ok. Du coup, ça, j'en ai pas besoin. Okay, c'était juste pour m'entraîner à traduire. Je pourrais vous le faire. Hein. Enfin, ça n'a pas d'importance, faut pas retenir ça pour vous. Ça serait n-1 ici, et là, ça serait n. En gros. Et c'est des succès, d'ailleurs, c'est k succès. Okay. Donc, ça, il faut comprendre que c'est un truc à capter suivant la question. Parce que vous aurez très souvent un truc comme ça, parce que c'est le seul moyen après de l'écrire sous forme d'égalité, d'inégalité avec des n. Bon, pour faire ce truc-là, 1 moins P de x égale machin, c'est la loi binomiale. Okay. C'est le fameux coefficient donc, k parmi n, ensuite fois probabilité de succès, donc dans notre cas c'est 0,8 puissance nombre de succès, fois probabilité d'échec puissance nombre d'échecs, donc n-k. On cherche n. Okay. Le problème, c'est qu'on cherche n. Ça, 30 succès. Le coefficient binomial ici, on ne peut pas le calculer parce qu'on n'a pas n, mais on sait qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à 30 succès. Enfin, qui mène à k succès, que des succès. Okay, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à que des échecs, et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à que des succès. Donc ici, ça sera 1. Ce sera toujours 1 d'ailleurs. Même si vous n'avez pas compris pourquoi, ce sera toujours 1. Ici, nombre de succès, bah, que des succès, c'est n succès. Okay. Et là, combien d'échecs? Aucun échec. Donc ça fait 0,2 puissance 0, donc ça fait 1 aussi. Et voilà, comme par hasard, les 1 ne servent à rien.
et du coup, on a notre puissance de n. Voilà, j'espère que j'ai assez détaillé, c'est quand même assez complexe à comprendre, surtout en une fois. Donc, maintenant, je résous ce truc-là. Ok. Je vais passer mon 1 de l'autre côté, ça me fait moins 0,8 puissance n supérieur ou égal à moins 0,00 1,1, voilà. Ensuite, j'inverse le signe, plus, ce qui m'inverse le sens de l'inégalité. Ensuite, je dois appliquer le ln. C'est ça qu'ils veulent tester, si je sais faire ça. Parce que ça me permet de prendre le n et de le mettre en multiplication devant. Et maintenant que le n est à l'étage normal, je peux résoudre l'inéquation enfin. Donc ça me fait ça, ça, ça. Et je divise par ln de 0,8, car c'est une constante. Okay. Attention, ln de 0,8 est un nombre compris, 0,8 est un nombre compris entre 0 et 1, du coup ln de 0,8 est négatif. Et ça aussi, c'est un deuxième piège qu'ils veulent vous faire faire. Donc le sens de l'inégalité change. Ok. Voilà, je vous laisse me dire combien il y a de n pour que la proba soit de 0,99. Ensuite, on va passer un peu de temps sur cette question. Hop là. C'est pas grave, j'espère que ça vous a aidé. Ensuite. Partie 7. Dans les deux questions A et B qui suivent, on ne s'intéresse qu'aux seuls achats sur Internet. Okay, lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère... Là, vous voyez, par exemple, je suis en train de lire le truc, car c'est pas une question habituelle. Du coup, je peux pas anticiper ce qu'on va me poser. Donc, je suis obligé de me mettre dans le contexte de l'exo. Ça, c'est intéressant, parce que je l'ai dit au-dessus que j'avais pas besoin d'y réponser, et là, j'en ai besoin. Le téléviseur est modélisé par une variable aléatoire T, ok. C'est la somme des deux T1 et T2. Ok, ça marche. La variable T1 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement. Ok. Ok. Donc c'est T1, c'est entrepôt, stockage. T2, c'est la plateforme jusqu'au domicile. Ok. Stockage jusqu'au domicile. Et la somme des deux, c'est T. On admet que la variable aléatoire T et T sont indépendantes. Ok, il n'y a aucune indépendance, que ça marche. Et on donne espérance E de T1, c'est 4. E de T1 égale 4. Donc E de T2 égale 3. V de T1 égale 2. V de T2 égale 1. Déterminer l'espérance ET, bon bah ça va, on fait la somme des deux espérances. Ça c'est des règles de calcul d'espérance et de variance qu'il faut connaître. Donc la somme des deux, ça fait la somme des deux. C'est des moyennes. Donc quand tu sommes des notes, mettons t'as 2,20. Ok. Donc là, mettons t'as... Ouais, on va faire ça. On va faire, mettons t'as... Ouais. Je sais pas si tu vas comprendre, parce que vous faites la moyenne de tout ça, ça marche pas. C'est pas grave. On va pas s'embêter. Donc faut faire la somme des espérances. Voilà, c'est un truc à connaître. E de AX plus B, A grand X, hein, c'est votre variable, c'est égal à A E de X plus B, en gros. Voilà, du coup ça fait 6. Ah non, ça fait 7. E de T égale à 7. Et ensuite, la variance globale... Ah, c'est le message. La variance globale, ça va être... bonne question. Elle, c'est pas pareil, je crois. Elle, faut que je vérifie. Je vais vous vérifier ça. Hop. Je suis claqué aujourd'hui, c'est bizarre.
J'ai fait du badminton hier, je suis... Ah, j'ai tout donné. Bon. Alors... C'est lequel? C'est Métropole, jour 1, on a dit. Les variances s'additionnent aussi. Ah! Bah tu vois, je pensais que ça allait être plus complexe, les variances s'additionnent. Bon voilà, super. Bon voilà. Pour les variances, c'est V de AX plus B, ça fait A carré V de X. Okay. Ça à connaître. Et visiblement, les variances s'additionnent quand il y en a deux différentes. Donc ça, vous apprenez ces formules-là, on ne sait jamais, ça peut passer. Donc V de T égale 3. De toute façon, si vous tombez sur un truc comme ça, vous faites au talent. Hein. C'est pas des questions qui tombent à tous les coups, vous pouvez pas avoir tout en tête. Si un jour vous êtes jamais tombé dessus, vous dites allez bah, j'additionne, allez et je vois, il y en a peut-être un des deux qui sera bon, peut-être les deux qui sera bon, peut-être zéro. De toute façon, vous n'avez pas de point négatif. Moi c'est ce que j'aurais fait. Je pense, parce que là j'hésitais, j'aurais essayé peut-être de retrouver un calcul par rapport à des choses que je connais, mais un client passe une commande où j'aurais fait un test, j'aurais créé 2 séries statistiques et j'aurais testé. Mais ça aurait pris du temps. Un client passe une commande de téléviseur sur internet, justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours, ok, P2, T entre 5 et 9, mince, 9. Justifier que après sa commande est supérieure ou égale à 2 sur 3. Alors, je ne sais même pas ce qu'ils veulent faire. Sur internet, justifier que la probabilité qu'ils reçoivent un téléviseur Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est ça, c'est Chebyshev. Ok, d'accord. Tu vois, je pensais qu'il sortait une question. Donc voilà, c'est un truc qui va tomber de temps en temps, Chebyshev. Formule à connaître par cœur. Et en fait, vous le reconnaissez parce que on va vous sortir un cas qui est totalement différent de l'exo du dessus et avec des valeurs un peu comme ça encadrées. Okay, dès qu'il y a une espèce d'encadrement, on a entre ça et ça. Okay. Et là, en fait, l'indice qu'il y a quand même, c'est que l'espérance de t, elle est à 7. Okay. 7, c'est comme par hasard, c'est le milieu de 5 et 9. Ok, les gars. Donc ça veut dire que l'écart entre les deux, c'est 2. Okay. Et 2, c'est le petit delta de Chebyshev. Enfin, ça dépend. Eux, ils ont mis quoi comme lettre? Ils n'ont pas mis de lettres. J'ai vu des A, des petits A, et j'ai vu des petits delta. Ça dépend de ce que vous avez dans votre cours. Mais en gros, vous avez votre formule. Est-ce qu'ils l'ont mise? Ils l'ont pas détaillée spécialement. Formule que là, on n'a pas trop bossé encore cette année avec les gars, du coup, je l'ai pas en tête. Mais je me souviens qu'il y avait du V de T sur delta carré. Ensuite, là, je crois que c'était supérieur ou égal, mais ça, c'est ces symboles-là qu'il faut apprendre juste avant le bac, comme ça, vous êtes tranquille. J'ai pas trouvé de technique pour la retenir par cœur. Et ici, pour moi, c'est ce truc-là, mais c'est écrit sous la forme x moins 2 valeur absolue inférieure ou égale à l'espérance. X moins l'espérance, voilà, c'est ça, je crois. Donc là, c'est des t, pardon. T moins l'espérance de t inférieure ou égale à 2. Et là, le delta, il est là. Delta, du coup, voilà. Hop là. Donc là, il faut capter que c'est 2. Il faut mettre 2. Ils ont fait quoi exactement? Nanana, ou encore 4, 10, 3 moins 3, ou encore 1, nanana. Finalement, d'après VHF. Ah, c'est ça, Ah ben, c'est bon, elle est dans le bon sens? Non, elle est pas dans le bon sens.
ça doit être dans l'autre sens. Ça doit être dans l'autre sens, l'inégalité. Ça doit être... Bon, attends, je vais rechercher sur Internet. La correction, elle est éclatée. Inégalité. Inégalité. Bam. Est-ce qu'ils l'ont fourni ou pas? Alors, ma mam, supérieur. Là, c'est supérieur ou égal. Ok. Attends. J'ai des pubs. Supérieur ou égal, et après, c'est inférieur ou égal. Là, j'ai ça comme inégalité, là, sur le cours. X moins e de x, supérieur ou égal à alpha. Là, ils mettent un alpha, voilà, ça, moi, j'ai mis un petit delta. Inférieur ou égal, machin. J'aime bien delta, parce que delta, ça veut dire d comme différence. C'est bien un écart, en fait. C'est un écart entre 5 et l'espérance, et 9 et l'espérance. Après, je pense qu'il faut bien traduire l'énoncé pour capter. Si c'est... Donc déjà, on va faire ça. Okay. Donc moi, je l'écris... attends, je vais écrire P de T moins l'espérance, on a dit que c'était 7, inférieur ou égal à 2. Ok. Supérieur ou égal à 2, c'est inférieur ou égal à... V de T, c'est 3, là au-dessus, voilà, sur 2 fois 2, 4. 3 quarts. Le truc qu'il y a, je crois que c'est que vous pouvez avoir 2 cas différents avec un moins et avec un 1. Voilà, c'est celui-là. Est-ce que tx inférieur ou égal à 1 moins n. Donc il y a un truc d'inversion. Tiens, on va essayer de comprendre ensemble tranquillement. Donc un client passe une commande. Est-ce que supérieur ou égal à 2 tiers? Hop là. Ah, ils ont 3 eux. Dans la correction. Ils ont balancé l'espérance partout. En fait, ils centrent le truc. Allez, on va tester leur méthode. Je vais vous montrer leur méthode. Donc, P de 5. Quoi? Entre 5 et 9. Voilà. P entre 5 et 9. On va voir. Peut-être on va capter ce qu'ils ont fait exactement. P entre 5 et 9, ça revient à... Ils mettent quoi? P de 4 inférieur à T inférieur à 10, ok? Parce que si on veut que ce soit P de T supérieur ou égal à 5, bah attends. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est la même chose que T strictement supérieur à 4. Supérieur ou égal à 5, c'est strictement. Donc ça, c'est à savoir écrire en proba. C'est un truc hyper standard. Si on fait T, il est supérieur ou égal à 5, on prend toutes ces valeurs-là. Si on dit qu'il est strictement supérieur à 4, on prend aussi toutes ces valeurs-là, donc c'est bien la même chose. Et pareil pour le inférieur. Ensuite, ils écrivent ça ensuite sous cette forme. Ils disent, ok, c'est P de 4 moins l'espérance.
E de t, et ils font ça partout dans l'inégalité. Ok, donc t moins l'espérance, ok, et 10 moins l'espérance. Désolé, j'écris mal. Ensuite, ici, ils enlèvent l'espérance partout, qui est où? Qui est là, 7 partout. Donc ça fait P2 moins 3 inférieur à T moins l'espérance inférieur à 3. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est centrée sur 0, et c'est pour ça que là, ils peuvent passer sous format valeur absolue. Et vous, l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, elle est sous format valeur absolue. C'est pour ça que ce que j'ai écrit, c'était pas juste. Donc, maintenant, ils peuvent l'écrire sous forme, du coup, valeur absolue de t moins e de t. Là, je vais mettre une barre ici, là, je vais faire bien la parenthèse. Et donc, là, ils mettent quoi? Ils mettent strictement inférieur à 3, mais nous, on veut pas ça. Okay. À chaque fois, vous vous baserez sur celui-là. Okay. Parce que la valeur absolue, quand elle est positive, donc sur la partie positive, c'est la même. Par contre, quand elle est sur la partie négative, on change. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez juste à regarder ça pour écrire la ligne d'en dessous. C'est la même chose. Donc, c'est valeur absolue de ce truc-là. Et voilà, et c'est là qu'il apparaît le 1-. En fait, ça va, ils étaient bien détaillés, sauf qu'ils ont écrit ça en ligne, du coup, c'est imbouffable. Donc, là, nous, on veut pas du strictement inférieur, on veut du... c'est écrit où? Voilà, du supérieur ou égal. Et c'est là qu'il y a le fameux 1- qui apparaît. Donc, comment on transforme ça en supérieur ou égal? Donc, ça nous fait P2, T, et là, ils mettent... 1 P2, T, et là, ils mettent directement supérieur ou égal. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe graphiquement, ou on va essayer de faire un dessin. On va se creuser la tête. Je vous conseille de faire ça à chaque fois qu'il y a une question que vous ne comprenez pas. Vous voyez, moi là je le fais parce que c'est une question que ça fait 1 an que j'en ai pas fait. En plus l'année dernière il n'est pas vraiment tombé, donc il y en a eu 2-3 questions. On n'a pas passé trop de temps là-dessus. Donc, inférieur ou égal, j'ai dit. Supérieur ou égal. Voilà. Donc, ça, si je fais, on va essayer de faire un dessin, on va voir ce qui se passe. Une valeur absolue. Valeur absolue, ça fait ça. Okay. Donc là, on a moins 3, là, on a 3. Et on cherche la proba qu'on soit là. L'inverse de ça, c'est strictement inférieur à 3. Ok, ça veut dire 2. Okay, parce que 3, c'est là. Strictement inférieur à 3, c'est 2. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'avais des 2. Donc, l'inverse de ça, c'est tout ce qu'il y a là. Okay. Et je vous ai dit, quand on est en valeur absolue, le mieux, c'est de pas trop penser à ça. Comme elle est centrée sur 0, on s'en branle un peu de regarder la partie gauche. C'est justement pour ça qu'il la centre sur 0 ici. Parce que on est content plutôt qu'elle soit centrée sur 0 automatiquement quand on enlève le machin. Comme par hasard, ça tombe bien. Du coup, l'inverse, c'est bien ça. Son inverse, c'est 1- supérieur ou égal à 3. Okay. 1- supérieur ou égal à 3. Et c'est pour ça qu'on a ce truc-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous noter cet enchaînement de trucs. Et vous voyez si des fois vous tombez directement sur du supérieur ou égal à ce que vous voulez, ou si des fois vous tombez sur du inférieur et vous devez transformer en supérieur ou égal. Et ça, c'est le truc, je pense, à savoir par cœur pour cette question. Donc j'ai hâte de retomber sur une question comme ça dans les prochaines corrections. Et on verra si je m'en souviens. On verra si je m'en souviens. Et on verra si vous arrivez à le faire. Donc, une fois qu'on a ça, là on peut appliquer l'inégalité, parce qu'on a créé le format de l'inégalité qui nous intéresse. Donc ça, on va l'écrire comme ça.
1 moins P2, tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Et ça, nous, ce qu'on l'écrit sous forme, eux, ils ont remis le truc du départ. Ça, il faut savoir que c'est... On va l'écrire plutôt comme ça. On va faire comme ça. Je vais vous le montrer comme ça. Donc ça, c'est l'inégalité. On a dit que c'était supérieur ou égal à V sur V de T sur 3. Voilà. Le petit delta, c'est lui. Là. Delta, donc 3 au carré. Et comme nous, on veut faire apparaître ce truc-là, c'est moins. Du coup, le sens, il a dû changer. Là, par contre, c'est chelou, ça. Ah oui, c'est ça. Le sens, il change, normalement. Ah non, le sens est dans l'autre sens, normalement. Le sens de l'inégalité, comme ça. Donc, je recommence. Vous avez P, avec vos petits delta ici. Vous le mettez comme ça. Ça, c'est votre inégalité de bien-aimé Tchebychev. OK. Ensuite, vous voulez faire ressembler à ce que vous avez trouvé au-dessus. Donc, vous mettez un moins des deux côtés, ce qui change en supérieur. Et vous mettez un 1 ici, parce que... je ne sais pas. Parce que vous le mettez des deux côtés, je suis con. Ah, voilà, comme ça, vous avez exactement le même truc. Je dis, je sais pas. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a ça, on sait que ça, c'est P de X, enfin P de T, compris entre, c'était 5 et 9. Voilà, c'est ce que vous voulez au début. C'est ça, voilà, que j'avais pas capté. Comme on a montré que ça s'écrivait comme ça, ensuite on a pu partir de ça, inégalité de bien-aimé Tchebychev, la transformer en tout ça, comme ça on peut dire que ça, c'est supérieur ou égal à 1 moins V, c'était 3, je crois, sur 3 au carré, donc 9. Donc ça nous fait 9 moins 3, ça nous fait 6, donc ça nous fait 6 sur 9, ça nous fait 2 sur 3. Et qu'est-ce qu'il fallait montrer? Je pense que c'était ça qu'il fallait montrer, 2 tiers. Ouais, c'était ça, 2 tiers. Voilà. Question, bon voilà, ça c'est un bon exemple. On a passé beaucoup de temps pour bien comprendre une question. Maintenant, on fait une fiche, on rédige toute la rédac et on essaie de comprendre chaque ligne. Donc, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo. Une fois qu'on l'a bien rédigé, c'est notre fiche de révision pour cette question. On met question, bien-aimé Tchebychev, ok. Et quand on retombe sur la question, on essaye de réappliquer exactement les mêmes étapes. Et on refait plusieurs fois la question. Donc vous pouvez prendre les bacs proba et vous regardez si à chaque fois elle tombe cette question et si vous réussissez à l'appliquer. Voilà. Encore une vidéo un peu différente aujourd'hui, c'est sympa de faire un cas comme ça. Et bon courage pour vos révisions, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager la vidéo, et à bientôt pour les nouvelles vidéos, et bon courage pour vos révisions.